il y en a eu de plus en plus. Et donc ce palais a été découpé, redécoupé, des salles ont été découpées en plusieurs parties pour justement permettre de rencontrer tous les besoins judiciaires. Parce que c'est là le problème. À l'époque où ça a été créé, dans la fin des années 1800, il y avait un certain nombre X d'affaires judiciaires. Il y en a 100 fois plus maintenant, partout, d'ailleurs pas uniquement à Bruxelles. Et pour ça, il faut plus de monde, plus de personnel, plus de place. Il faut installer du matériel, etc. Et la justice n'ayant pas été, disons, privilégiée au cours de ces facilement 20-30 dernières années au niveau budgétaire, il y a des tas de travaux qui n'ont pas pu se faire. Et il y a malheureusement des salles à différents endroits, des salles qui sont inutilisées. Et inutilisées pourquoi? Parce qu'elles doivent être réparées, rénovées, et malheureusement, le département de la justice n'a pas les fonds suffisants pour le faire. D'où la location qui coûte parfois moins cher à la régie des bâtiments, puisqu'en fait ce bâtiment dépend de la régie des bâtiments et est en quelque sorte loué par la régie des bâtiments au département de la justice, en gros. Et dans ce cadre-là, c'est partie manque d'argent, des projets. Je vous ai parlé de ce projet 2040, la rénovation complète du palais de justice. Moi, je n'y serai certainement plus depuis longtemps, mais je ne sais même pas si ce pourra être respecté. Jusqu'à présent, les échéances ne l'ont jamais été en matière de travaux. Mais c'est ça, on pourrait l'utiliser de façon différente, mais évidemment, c'est vrai que la rénovation coûte parfois plus cher que l'érection d'un nouveau bâtiment ou une location extérieure, ça c'est vrai. Mais que ne pourrait-on pas faire de ce merveilleux monument? Mais c'est vrai aussi, regardez par exemple, ici on est sur une zone qui prend énormément de place, la salle des pas perdus est très très grande, mais c'est toutes des zones qu'on ne peut pas utiliser d'un point de vue justice, on ne peut pas utiliser ça en salle d'audience ou ce genre de choses, forcément on ne peut pas une audience ici sur un escalier. Donc le bâtiment est très très grand, mais il y a beaucoup d'espaces aussi qui sont inexploitables. Enfin, très jolis, ils sont décoratifs, mais très bien. On est bien là? Voilà, donc derrière vous, il y a une très belle sculpture. Elle s'appelle La Justice, elle est de Julius Dillens. Donc vous voyez que c'est a priori un homme quand même déjà d'un certain âge. Il a dans une de ses mains un bâton, qui est le bâton justice, le droit qui représente le droit. Il fait un peu son, c'est vrai qu'on ne voit pas extrêmement bien. À ses côtés, donc, il y a une dame avec un enfant, un peu cette idée de renaissance. Et en fait, donc, une personne âgée, elle prend un peu le temps parfois aussi de réfléchir, de prendre du recul par rapport à certaines affaires. Vous voyez devant un symbole assez quand même récurrent aussi de la justice, c'est les tables, qui rappellent aussi les tables de loi de Moïse auxquelles étaient imprimés les 10 commandements. C'est vrai que ça, c'est des allégories de la justice qui reviennent régulièrement, avec également aussi souvent la balance qui revient régulièrement comme allégorie, le bâton de droit. Et donc, cette œuvre, elle a été... c'est une œuvre de Julius Dillens, comme je le dis. Ce qu'on peut voir aussi, c'est derrière la statue, je peux vous inviter à aller voir, il y a les portes de bronze. Alors ne vous penchez pas, mais ce sont deux grandes portes sur lesquelles vous pouvez aller jeter un coup d'œil, ce que vous savez pas.
Elle est où, la porte là ou là-bas? Là. Ah, c'est la porte d'entrée. Ah, comme ça, ok. Ah oui, c'est 15 000 kilos. Ah oui, c'est cool. Il y a du pognon, hein. Madame, la tête de pharaon, là, c'est quoi ça? Il y a une tête, hein? Bon, elle a été un peu... Sculpture, dessin de l'Égypte ancienne. Et il y a dans ce palais de justice, on avait il y a quelques années organisé une visite à l'occasion de ces journées portes ouvertes, une visite spécifiquement orientée vers ce type d'architecture. Il y a toute une série de motifs à différents endroits, mais partout dans le palais, de motifs à tendance franc-maçonnique. Et cela en fait partie, c'est aussi ce lien par rapport à l'Égypte ancienne, etc., qui se retrouve à différents endroits et qui manifestement fait partie de cette architecture-là. Alors vous en dire plus, j'en serais malheureusement incapable. Nous avions demandé à l'époque vraiment à des spécialistes de ce type d'art de venir en parler. Moi je n'avais pas eu l'occasion de suivre la visite, mais manifestement ceux qui l'avaient fait étaient extrêmement intéressés. C'est quelque chose qu'on devra refaire parce que c'est une vision nouvelle du palais de justice avec un nouvel angle, c'est quelque chose de tout à fait différent et je crois que c'est vraiment intéressant pour tout le monde. Et donc le cadre c'est celui-là. Quant au reste, eh bien généralement les journées portes ouvertes on les fait tous les 2 ans ou tous les 3 ans. On refera bien une visite comme ça avec cette architecture maçonnique et ce sera l'occasion pour vous de revenir au palais, certainement. Je vous propose de voir aussi la salle des pas perdus de ce côté-ci. Je crois que ça reste quand même ce beau spectacle. Et je voudrais en profiter simplement pour vous reparler 2 secondes de la coupole qui n'est pas d'origine. En fait, cette coupole, la coupole d'origine, a été incendiée au moment du départ des Allemands en 1944. Il y a eu un gigantesque incendie dans le palais de justice et c'est la coupole qui a tout pris qui s'est effondrée. Et elle a été, donc la coupole que l'on voit maintenant, a été complètement reconstruite. Pas tout à fait de la même manière, et c'est pour ça que si vous voyez des photos qui ont été prises du palais de justice, vous pourrez voir les différences entre la coupole d'avant-guerre 40 et la coupole d'après-guerre 40, comme on la connaît ici. En tout cas, jusqu'au moment où on ne peut pas aller plus loin. À l'occasion du passage que l'on va faire dans la salle des audiences, je vais dire normale, classique de la Cour de cassation, ce sont les juridictions qui sont présentes encore au palais de justice. Nous en avons de, entre guillemets, tous les ordres. Nous avons la Cour de cassation, qui est, avec la Cour constitutionnelle, une des 2 toutes grandes juridictions en Belgique. Le rôle de la Cour de cassation n'étant pas, a priori, de juger de cas particuliers, mais de se prononcer sur la valeur juridique et le respect des obligations formelles qui s'imposent aux juges dans leur mission de juger. Donc quand une décision est rendue, ce qu'on appelle en dernier ressort, quand il n'y a plus d'appel possible, la seule possibilité qui reste, c'est la Cour de cassation, c'est de déférer le cas à la Cour de cassation, et c'est la jurisprudence, les décisions de cette haute juridiction font autorité à différents égards.
La Cour de cassation est donc restée entièrement dans le palais de justice. Est également restée dans le palais de justice, on ira tout à l'heure dans la salle des audiences solennelles de cette cour, la Cour d'appel de Bruxelles. La Cour d'appel de Bruxelles est compétente pour Bruxelles comme telle et pour le Brabant wallon, en cas du côté francophone. Donc, la Cour d'appel est restée, et en dehors de ça, une partie, vais-je dire, du tribunal de première instance est restée également ici, dans le palais de justice. Voilà les trois juridictions comme telles, juridictions à l'enfilade, qui existent toujours dans le palais. Et je vous propose, puisque c'est ça qui est prévu, de rentrer dans la salle, qui est la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation. C'est beau, hein? Mais du pognon, hein? Malheureusement, pas suffisamment pour tenir le tout. La question de la procédure de la Cour de cassation, effectivement, c'est une procédure qui est essentiellement écrite. Donc les avocats, qui sont d'ailleurs, qui ont un rôle particulier et qui ont un statut particulier. Les avocats à la Cour de cassation sont certes des avocats, mais ce sont des avocats qui ont le statut d'officier ministériel et qui sont désignés par le pouvoir politique pour assurer la rédaction des pourvois en cassation, donc la rédaction des motifs pour lesquels l'on estime qu'une décision rendue au fond doit être cassée par la Cour de cassation. Et les avocats ne plaident quasiment pas, à ce point de vue-là, devant la Cour de cassation. Ils se réfèrent à leurs écrits. C'est une procédure un peu formelle à cet égard. L'essentiel, c'est tout le travail en amont et quel travail de l'avocat, des avocats qui préparent leur acte, leur pourvoi et les mémoires en réponse, et alors du parquet général près la Cour de cassation qui analyse et qui donne un avis technique. Ça va? Non, non, il n'y a pas de problème. Voilà, je ne sais pas si... Mais voilà, juste pour un petit peu rajouter, donc la Cour de cassation, elle est composée d'un premier président, actuellement c'est le chevalier Jean de Cotte, d'un premier président et de 24 conseillers. Et ils sont tous répartis, une division néerlandophone-francophone. Donc il y a une Cour de cassation pour tout le pays. Et elle est effectivement donc, complètement bilingue, avec un nombre identique de conseillers, autant bien francophones que néerlandophones, pour permettre une parité. Les tapisseries. L'histoire, c'est quoi? Eh bien, voilà une excellente question que je vous remercie d'avoir posée. Hein, là, ça devrait se trouver dans le petit bouquin qu'on avait un jour imprimé pour permettre justement les visites. Elles ont été fabriquées à Malines. Ah, voilà. Par la manufacture, je me permets de lire, hein, là, c'est forcément que je connais pas par cœur, par la manufacture royale. Braconi et d'après les dessins de M. Gilles. Elle représente des magistrats et conseillers célèbres. Donc ils mettent à droite en robe rouge Philippe Wieland, président du Conseil de Flandre au XVe siècle. Donc à mon avis, c'est celui-là. Oui, et en robe noire, Geoffrey de Dalmoude, criminologiste célèbre, conseiller de Charles Quint et de Philippe II. En robe noire, ouais, celui-là. Alors à gauche, il y a Pierre Stockmans, juriste du XVIIe siècle. Et plus loin, de Fac.
et au fond de Gerlach, qui occupaient respectivement les sièges de procureur général et de premier président près de la Cour de cassation lors de la constitution de l'indépendance de la Belgique. J'ai une question. Quand vous dites que les avocats sont des officiers ministériels, ça fait un peu peur, ça fait presque une connotation un peu militaire comme ça, non? Oui, c'est une question de terme, hein. Il ne faut pas, à ce point de vue-là, se braquer à ce point de vue-là. Ça veut simplement dire, en réalité, que ce sont des personnes qui, je vais dire, que tout le monde n'a pas, ou tout avocat n'a pas le droit d'exercer la profession, entre guillemets, d'avocat à la Cour de cassation, mais qu'il faut être nommé par les pouvoirs publics pour pouvoir accéder à un siège, et ça signifie qu'il y a aussi un nombre limité d'avocats à la Cour de cassation. C'est un rôle tout à fait particulier et ils s'occupent, attention, ils sont avocats à part entière et ils peuvent s'occuper donc d'autres dossiers au fond, etc. Mais sinon, dans leur job d'officier ministériel, eh bien, à ce point de vue-là, ils s'occupent uniquement de ces questions de pourvoi devant la Cour de cassation à l'encontre des décisions rendues par les autres juridictions. Monsieur, Oui. c'est d'origine ça, les lampes, les chaises Oh, d'origine, probablement pas tout à fait, mais ça se retrouve dans la quasi-totalité des salles. Hein. Ce comptoir, comme on l'appelle, se retrouve, comme ça. quand on verra, se trouve un petit peu partout. Il y a la salle, la première chambre de la cour d'appel là-bas en face, qui a exactement le même meuble. Pour revenir aussi aux allégories, vous allez voir plusieurs fois, pas de temps, le bouclier par exemple, et c'est vrai que là il y a un symbole qui pourrait quand même être assimilé à un bouclier, et c'est l'idée qu'en fait que la justice est protectrice. Donc le bouclier c'est la protection et la justice protège le citoyen. Celui-là, le bouclier, là, c'est ça. Ça ressemble un peu à un bouclier, mais non, il y en aura d'autres dans des dessins ou dans des sculptures, il y a des boucliers, c'est parce que, voilà, il faut aussi partie de toutes ces images qu'on a voulu mettre en avant quand on a construit le palais. La justice protège le citoyen. La justice est représentée aussi par un bouclier. Ouais. Lex-lex, là. Alors, pardon? Lex-lex, c'est quoi ça en latin? C'est loi en latin. Oui. En latin, c'est loi. Les tables de la loi, manifestement. Alors, prochaine visite, la salle des audiences solennelles de la Cour de cassation. C'est par là-bas. Ceci est la chambre du conseil de la Cour de cassation. Donc en fait, et vous aurez ça dans l'organisation judiciaire générale, ça se retrouve un petit peu partout. Les magistrats siègent en audience publique, ils écoutent les arguments des parties ou, à la Cour de cassation, le référé à leurs écrits de la part des avocats de la Cour de cassation. Et puis, quand l'audience publique est terminée, les magistrats se retirent dans une salle de délibération. Dès le moment où ils sont en collège, ils doivent réfléchir ensemble et discuter ensemble. Et ces chambres du conseil, comme on les appelle, se trouvent toujours à proximité immédiate de la salle d'audience publique. C'est beau, hein? Ils ont le pognon ici. Hein? Il y a l'argent.
front goes this other view was À ce point de vue-là. Donc nous sommes ici dans la salle des audiences solennelles de la Cour de cassation. Ça veut dire que cette salle n'est en principe pas réservée à des audiences classiques publiques, à des débats judiciaires, mais je dirais à des événements particuliers comme l'ouverture de la Cour de cassation au début de chaque année judiciaire, où nous avons les magistrats à la Cour de cassation et les membres du parquet près de la Cour de cassation, du parquet général, qui siègent en habit de lumière, vais-je dire, ici, dans cette grande salle. C'est ici aussi, par exemple, qu'il y a l'intronisation des premiers présidents. Chose particulière, parce que je l'ai vu à l'époque où j'étais bâtonnier, les personnes qui sont intronisées, qui sont d'anciens membres, d'anciens conseillers normaux, vais-je dire, à la Cour de cassation, se trouvent là derrière, la porte est fermée, et puis on les appelle, et alors ils viennent, et ils s'installent là-bas devant, jusqu'à prendre leur pouvoir de premier président de la Cour de cassation ou autre procureur général, puisque les deux sont a priori nommés en même temps, l'un francophone, l'autre néerlandophone, ça permet de conserver l'équilibre. Je vais vous demander ceci, c'est de jeter un coup d'œil sur cette salle, vous l'avez déjà fait, mais simplement en pensant à la grandeur de la salle. Je ne vous en demande pas plus, je ne vous en dis pas plus, et je vous poserai une question en fin de partie. Retenez encore deux choses, les tableaux qui se trouvent soit derrière vous, soit là-bas, mais là-bas c'est bien entendu un tableau de Léopold Ier, je pense au moment de son arrivée en Belgique pour, comme on avait demandé, à titre de roi, et reçu donc du côté de la Pâte, je pense que ça devait être cela. Et là, nous avons Philippe le Bon, une autre période, la période bourguignonne de la Belgique. Deux immenses tableaux qui se font face l'un et l'autre. À nouveau, cet candélabre, je dirais presque bien connu. Je vais peut-être vous dire encore un tout petit mot, et puis il y a sans doute une autre chose à ajouter, mais un tout petit mot. Aujourd'hui, évidemment, ces salles solennelles sont globalement peu utilisées, mais on les utilise pour des événements auxquels on n'aurait jamais songé, sans doute à l'époque de la création du palais de justice. Pour des conférences, par exemple, il y a des conférences organisées par le barreau, le jeune barreau, etc., qui sont organisées ici dans cette salle parce qu'il y a de la place, parce que l'on peut facilement écouter, parce qu'aussi la salle est faite pour bien répercuter les bruits et les discours des uns et des autres. On utilise également cette salle-ci à l'occasion de hommages aux disparus, puisque le barreau, chaque année, fait un hommage aux morts, aux avocats décédés au cours de l'année judiciaire qui précède, et traditionnellement, c'est dans cette salle-ci. Et pour l'occasion, comme ça les familles sont présentes, ici vous avez des tas de sièges au milieu pour permettre à chacun d'être là, et ça permet quand même de caser pas mal de monde. Voilà, je ne sais pas s'il y a autre chose. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Hein. Nous allons en principe ressortir de la salle et passer dans la galerie des bustes. Alors là, on va, entre guillemets, se promener et continuer jusqu'au bout de la galerie, puis on ira dans la salle des audiences solennelles de la Cour d'appel. Mais pour la galerie des bustes, c'est pour ça qu'on appelle, mais vous voyez, à tous les 3 mètres, tous les 5 mètres, je ne sais pas exactement, des bustes de magistrats à la Cour de cassation. Qu'ils soient magistrats, entre guillemets, assis, donc qui ont fonction de juger, ou qu'ils soient ce qu'on appelle magistrats debout, c'est-à-dire ceux qui ont, à la Cour de cassation particulièrement, le rôle de donner un avis, et ceux qui poursuivent, qui sont la partie poursuivante au pénal quand il y a des procès pénaux. Eh bien, il y a de grands magistrats, d'anciens magistrats qui ont leur buste là dans cette galerie, dite des bustes. Regardez les noms et vous verrez pas mal d'entre eux sont également, et c'est logique, des noms de rue de Bruxelles. Voilà, la sortie est par là.
Alors là, pour monsieur, sa caméra.